Bonjour, aujourd'hui troisième volet de ma visite du jardin. En fait c'est tout le domaine en général que je visite. Aujourd'hui le jardin lui-même. Bon, on va aller voir tout au fond là-bas, tout au fond du jardin, pour vous montrer comment il est maintenant. On va aller là-bas. Voici le jardin tel qu'il est maintenant. On était au fond à droite tout à l'heure. Voici maintenant la vision depuis l'entrée du jardin. À gauche, il y a tout le grand paillage que j'avais fait à l'origine, que je n'avais jamais montré finalement. Au centre, on devine la grande allée principale. À droite, les herbes folles, c'est toute une partie bêchée. Au fond, des orties. Et devant, il y a plein de tas de pierres, d'épineux, de paille. Je vous expliquerai à quoi ça, ce que j'en fais. Ici, sur tous les côtés nord du jardin, je vais y mettre un mur de pierre sèche. J'ai décidé de le mettre, après de nombreuses réflexions, de mettre de l'autre côté du grillage, parce que ça me permettra, ça n'empêchera pas les insectes auxiliaires, les animaux auxiliaires de vivre dans le mur et de passer au jardin. Et moi, ça me permettra de l'autre côté de pouvoir implanter et récolter des plantes sauvages comestibles qui poussent dans les vieux murs, comme par exemple les nombrils de Vénus, entre autres. À droite, côté grillage, j'y mettrai des petits fruitiers. J'ai décidé ça. Les classiques, du genre cassissier, groseillier et même framboisier. Et aux dernières nouvelles, j'ai décidé qu'au pied des petits fruitiers, je mettrai d'autres petits fruitiers encore plus petits, comme les fraises ou les myrtilles. Dans le prolongement de la terrasse, il y a une allée en herbe qui va jusqu'au garage. On va la prendre depuis là-bas. Et ici, à gauche, côté sud de l'allée, le jardin étant là, je vais y mettre, vous voyez, là c'est en pente après, c'est le terrain en pente. Et là au bord de la pente, j'ai l'intention d'y mettre ce que j'appelle des moyens fruitiers, les 4 P, pommier, pêcher, poirier, prunier. Et j'ai l'intention de les tailler en espalier. Espalier, c'est comme un mur, c'est-à-dire les branches partent à droite, à gauche, mais ni devant ni derrière. Comme ça pourra faire à la fois de l'ombre et beaucoup de facilité pour les récoltes. Voilà. J'ai prévu une serre aussi, une grande serre que j'ai l'intention de mettre après le garage, quelque part par ici, là où c'est encore plus ou moins vaguement plat, juste après le garage, quelque part par là. Dans la moitié gauche, j'avais fait tout un immense paillage, tout le long presque, depuis les tas qu'on voit au début, jusqu'au garage, ou presque. Ou un gros tas de paille jusqu'à 40 cm de haut, pour être sûr que ça soit bien paillé, bien épais, qu'il y a une bonne couche de paillage, comment ça s'appelle, pour donner de la nourriture au sol. On va aller le voir de près. J'ai commencé par décider des distances. J'ai décidé de plates-bandes de 1,20 m et des petites allées de 40 cm. Ensuite, je suis descendu un peu plus bas dans un petit bois de jeunes frênes
pour couper des frênes, pour faire des bâtons, des piquets de repères. J'en ai planté 2 pour délimiter chaque fois les plates-bandes et les allées. Et 2 autres tout au fond là-bas, de l'autre côté du grillage. Et voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de trouver un instrument spécial, bien coupant, qui m'a permis de couper la paille. On voit rien ici, hein. On voit plus les allées précisément parce que je laisse volontairement les mauvaises herbes pousser dedans pour la biodiversité. Enfin bref, vous voyez, on devine l'allée là. Ah bah oui, on devine bien la plate-bande là quand même. Donc j'ai tout découpé petit à petit, comme ça, les allées. Et toute la paille récupérée, je l'ai mise ici en tas. Un gros tas d'1,50 m de haut, qui maintenant ne fait plus qu'1 mètre de haut parce qu'il s'est tassé. Qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à du fumier. Mais c'est pas du fumier, c'est juste de la paille que j'ai laissé macérer tout l'automne et tout l'hiver dans le jardin comme paillage. Voilà. Il ne me reste qu'à enlever les piquets, parce que maintenant ils ne servent plus à rien. Les allées sont tracées, et les plates-bandes aussi. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à la visite proprement dite du jardin en détail. Au début de chaque plate-bande, j'ai planté des vivaces. Alors ici, il y a hélianthème. Bon, je vais essayer de vous... Hélianthème, fraisier et un œillet d'Inde mal en point parce qu'il est mangé par les limaces. Dans la deuxième plate-bande, œillet d'Inde, une plante dont je ne me souviens pas le nom. Troisième plate-bande, œillet d'Inde, ciboulette, très belle ciboulette qui fait au moins 50 cm de haut. C'est le moment de récolter les graines d'ailleurs. Là, une plante dont je ne connais pas le nom. Ici, une plante qui est morte, sédomacre, un œillet d'Inde et rien. Encore œillet d'Inde. Une autre plante inconnue. Un rudbeckia jaune. Attends. Non, une potentille rose. 1, 2, 3, 4. On est dans la 5e allée là. Rudbeckia jaune. Tiens, pourquoi il fait des fleurs roses? Bon, eh bien tant pis. Je sais pas si je me suis trompé ou pas, ça m'étonne. J'ai pas l'habitude. Planche 6, je ne sais pas. Un œillet d'Inde et une potentille rose. Ouais, bon. Enfin bref, je laisse tomber parce que je me suis trompé dans les noms. Vous voyez, j'ai mis plein de petites plantes vivaces devant chaque allée. Un peu plus loin, j'ai planté aussi 5 pousses de thym que j'avais récupéré de Lyon, que j'avais ramené. Il y en a qui sont plus ou moins gros, qui ont plus ou moins réussi à reprendre, mais les 5 ont bien repris quand même. Dans la première allée, j'ai planté, j'ai essayé au mieux le compagnonnage, hein. J'ai essayé de faire ça au mieux. J'ai sélectionné chaque fois pour chaque plate-bande les légumes ou fruits ou aromatiques qui vont le mieux ensemble. Et j'ai essayé de les planter ensemble, plus ou moins en quinconce ou autre. Il y a des haricots verts. Il y en a très peu, hein, il y en a 5 là. J'en ai d'autres en cours de semis qui font des belles... des beaux haricots déjà, hein. Il y en a qui sont bons à récolter. Il y a quelques fraisiers, dont 2 qui font des feuilles. Et 2 courgettes, dont une que j'ai attendue trop longtemps pour récolter. Je tenais à la récolter devant vous. Elle est vraiment énorme. Alors il faut... j'ai pas pris mon couteau, tant pis. Tout ça pour rien.
Voilà. On les reconnaît facilement, les fleurs qui vont faire des fruits, des courgettes. Parce que, je vais vous en montrer une. Ici, cette fleur, bon, je vais vous passer en macro. Ici, vous avez une tige normale, vous voyez, une fleur mâle, parce qu'elle est sur une petite tige minuscule. Ici, devant, c'est une fleur femelle, parce elle a une grosse tige énorme qui va se transformer petit à petit, comme ça, comme celle-ci, en courgette, et qui va grossir, pour devenir aussi grosse que l'autre, enfin, moins grosse, parce que celle-là, il aurait fallu la récolter avant. Hein. Voilà. Il y a un autre fraisier aussi, qui commence à faire des fleurs, mais semble-t-il, je sais pas s'ils vont donner des fruits. Ils m'ont l'air un peu avortés. On verra. Dans cette même plate-bande, j'ai aussi planté quelques haricots verts. Les tout premiers semis, oh, il n'y en a que 5, hein, c'est pas grand chose. Mais ils commencent déjà à faire des belles gousses qu'on peut récolter. Dans la deuxième, j'ai fait une butte. Parce que je vois sans arrêt des tas de gens qui font des buttes dans leur jardin. Et je me suis dit, je vais en faire une aussi. Mais attention, moi j'ai une bonne raison. C'est que c'est pour planter des légumes profonds, comme des panais, des carottes, ou même des ignames, qui ont besoin d'au moins 50 cm de terre. Et j'ai fait une butte parce que chez moi, le sol étant argileux, il est vite très compact. Et j'ai préféré, comment dire, créer ma terre moi-même, avec un bon mélange, dont je serai sûr qu'elle sera suffisamment tendre pour que les légumes puissent descendre. J'ai d'abord coupé des petits pieux comme ça que j'ai enfoncés en terre. J'ai laissé le paillage en dessous. Je sais pas si j'ai eu raison, mais bon, on verra. Ensuite, je suis descendu un peu plus bas en direction du ruisseau pour couper dans un petit bois de frêne 4 frênes le plus rectiligne possible, que j'ai simplement aligné comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Voilà, pour faire mes buts. Ça me fait bien au moins, paillage compris, ça me fait pas loin de 30 cm de haut, en tout cas au centre. Tout ça donc pour planter des plantes qui ont besoin de profondeur, des panais, des carottes, des ignames et autres. Pour les ignames, il faudra une butte plus haute parce qu'il faut au moins 50 cm. Dans la troisième butte, on peut admirer ce magnifique plant de ciboulette avec des belles fleurs. Dont certaines qui sont en pleine de graines. Il y en a qu'on peut récolter en ce moment. Vous voyez tous les petits grains noirs qu'il y a? C'est des graines ça. Ici dans la troisième planche, il y a des pommes de terre. Non, des tomates je voulais dire. Des tomates. C'était un premier semis ça. Qui sont en pleine forme. Il n'y a pas de pucerons. Je suis étonné. Je pensais que mon jardin serait mal fait parce que j'y connais rien encore. Mais pour l'instant non, c'est impeccable. Alors, pourvu que ça dure. Il y en a même qui commencent à être un peu en fleurs. Enfin, des boutons de fleurs, regardez. Celle-ci commence à faire quelques premiers boutons de fleurs. Qui vont donner des tomates dans quelques semaines. Encore un petit œillet. Pas mal mangé par les limaces. Dans la quatrième planche, j'ai mis des pommes de terre. Qui commencent à être en fleurs. Vous connaissez les fleurs de pommes de terre? J'ai longtemps hésité.
J'ai longtemps cherché quel est le meilleur moyen de les planter sans faire d'efforts, sans creuser la terre. Parce que la terre chez moi étant argileuse, ferme et compacte, j'aurais eu du mal à planter les pommes de terre dedans. Du coup, je les ai cultivées sous paille. J'ai creusé des trous dans la paille, dans le paillis. J'ai mis les pommes de terre avec leurs gros germes épais parce que ça faisait au moins 6 mois que je les gardais. Je m'en suis pas préoccupé comme souvent. Et j'ai recouvert la pomme de terre en laissant le bout du germe à l'extérieur. Elles ont toutes germé. Sur les 22 que j'ai plantées, elles ont toutes germé. Sauf une qui enfin semble faire un petit germe. C'est pas trop tôt. Même celle-ci d'ailleurs, c'est étonnant. Celle-là, qui semble avoir fait un gros rejet loin de la pomme de terre d'origine. C'est amusant. Dans la 5e plate-bande, j'ai planté des choux de Bruxelles, alternés avec des œillets d'âne, parce que j'ai vu que ça allait bien ensemble. Il y en a 2 qui sont en assez mauvais état. Ils ne poussent pratiquement pas. Mais il y en a d'autres qui poussent très bien. C'est celui-ci au fond qui pousse le mieux. Ils ont beaucoup de trous dans leurs feuilles, mais je n'ai jamais vu aucun insecte dessus. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Je n'ai vu qu'une seule chenille verte un jour, rien d'autre. Jamais. Mais bon, pour l'instant je laisse comme ça. Ils poussent bien. Leurs feuilles ont quelques trous, mais les nouvelles feuilles, les plus grandes, n'en ont pas. Donc à première vue, ça semble bien se passer. Alors je laisse faire. Je surveille le développement. Pas d'insectes, rien de spécial. Dans la 6e plate-bande, il n'y a rien encore. Dans la 7e, j'ai planté 4 potimarrons. 4 uniquement. Regardez comme ils ont poussé. C'est vraiment impressionnant. 50 cm de haut. Pour voir la taille. De belles fleurs impressionnantes aussi. Butinées par les insectes. Ils font pas mal de fruits. Là c'est pareil, c'est comme les courgettes. Il y a des tiges fines et d'autres qui sont plus épaisses. Qui forment un petit rond. Ça c'est un futur potimarron. Celle-ci, vous voyez, c'est une fleur mâle qui n'a pas de fruits. Alors il se développe. Hein. Ouh là là. Je peux même plus passer sur les allées intermédiaires qui sont là. Même les plates-bandes d'à côté sont complètement envahies. Oui, je sais, il faut les couper. Mais je trouve ça tellement impressionnant que pour l'instant je les garde. Je les garde telles quelles. Rien que pour la beauté de. Rien que pour le côté impressionnant. J'ai un petit pot de mélisse aussi qui me reste à planter, à mettre en terre, avec des tiges de ciboulette qui ont poussé à côté. Sur la 11e allée, j'ai planté un 2e plant de lavande. C'est très mellifère, ça attire énormément les insectes pollinisateurs. Elle semble végéter pas mal, je sais pas pourquoi, mais comme elle fait des petites fleurs minuscules, je me dis qu'elle est bien vivante et qu'elle finira par pousser, s'adapter et pousser vraiment. J'ai enfin planté, juste pour le plaisir, mais c'est très utile aussi, mine de rien, un tournesol qui commence à être assez haut. Il m'arrive à mi-cuisse maintenant. C'est un tournesol géant qui théoriquement peut monter jusqu'à 2,50 m, 3 mètres de haut. Pour l'instant, il est très bien. Il pousse. Il y a toute une grosse touffe de feuilles là au milieu, au sommet.
Le gros problème ici, en tout cas cette année, c'est le liseron. Il y en a partout. Ça, normalement, c'était 2 allées supplémentaires. Enfin, 2 plates-bandes supplémentaires. Je n'ai pas encore creusé les allées, là. Mais normalement, c'était des plates-bandes. Je me demande même si je vais les désherber un jour, parce que c'est plus une forêt vierge que des plates-bandes de culture, ça, de jardin. Il y en a de partout. Je suis sans arrêt obligé d'en enlever. Chaque fois que je vais au jardin, j'en enlève une poignée ou deux. Enfin, une énorme poignée. Hein. Une petite brassée. Ça pousse à une vitesse en plus. Il y en a de partout. Au hasard, les pommes de terre. Ça s'enroule en plus autour des plantes. Voilà, ça fait toujours ça de moins. Et voilà. On va le mettre là-bas. Ça c'est le tas en cours. Je vous fais aussi un passage spécial pour les allées, parce qu'elles sont justement spéciales chez moi. Je laisse pousser toutes les mauvaises herbes, c'est-à-dire les plantes adventices, celles que je n'ai pas semées volontairement. Je les enlève évidemment dans les plates-bandes pour protéger les légumes, pour ne pas leur faire concurrence, mais je les laisse prospérer dans les allées, ce qui fait que c'est difficile de marcher dans les allées des fois. Il y a entre autres, bon, je vais vous faire un gros plan. Cette plante là que je ne connais pas. Ah ben si, attendez. Ah si, ça c'est les haricots ça. Bon, il y a cette plante là que je ne connais pas, mais peu importe. Je voulais vous parler aussi surtout celle que je connais. Il y a par exemple ça qui semble bien être un laiteron épineux. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un laiteron épineux ça. Bon attends, il est dans l'ombre. Voilà, il est au soleil. Il y a des belles feuilles piquantes mais assez peu quand même. On peut y toucher. Luisantes, des belles feuilles luisantes, brillantes. Belles tiges lisses, striées, toutes tendres, tiens. Et des feuilles, des bouquets de fleurs qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux fleurs de pissenlit. D'après ce que j'ai vu, ça semble bien être un laiteron épineux. Il y a aussi comment ça s'appelle déjà? Je vais noter ça. Des plantains. Ça, si je me souviens bien, c'est du plantain lancéolé avec leurs grandes feuilles. Il y a de la bourse à pasteur, ici. On la reconnaît facilement avec ces petites siliques en forme de cœur inversé. Il y a du pourpier. On la reconnaît bien avec leurs feuilles caractéristiques, leurs tiges caractéristiques, charnues, rougeâtres. Il y a aussi, alors là, plus spectaculaire, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas comment il a atterri ici, mais il y a chez moi un datura. Je me demandais ce que c'était ces plantes avec une drôle de lanterne. Ça fait des fleurs de datura. Voici une, fermée. Ça fait des tiges très épaisses. 3 cm. Des feuilles immenses, grandes comme la main. Et c'est ultra toxique. C'est même mortel. Là, il y a même un petit fruit qui commence à pousser là. Tout jeune, tout récent.
Juste à côté, derrière, il y a une plante comestible que j'aime beaucoup, le quinopote blanc, qu'on reconnaît, bon là c'est fini, mais normalement on reconnaît au sommet qui est blanchâtre. Là il commence à faire des petites graines. La tige est reconnaissable, elle est belle d'ailleurs, tiens. J'ai jamais remarqué que la tige était belle. Bien striée de vert et de rougeâtre. Une excellente plante comestible. Ses feuilles sont facilement reconnaissables comme ça. Avec leur forme un peu crénelée. On mange les feuilles, on les fait cuire quelques minutes. C'est encore meilleur que les épinards. Il y a aussi un peu de pissenlit. Un peu de menthe. J'ai vu un petit bout de menthe et un qui poussait. Ça, cette plante immense qui fait à peu près 1,50 m de haut. C'est probablement une amarante hybride. Et non pas hirsute ou je ne sais comment. On la reconnaît à sa tige lisse et à je ne sais plus quoi. À sa tige lisse principalement. Les amarantes font des drôles d'inflorescence comme ça. Il y a une petite araignée là-haut. Il y a aussi une plante que j'aime beaucoup là-bas, qui pousse aussi dans les allées. C'est ça, le salsifis des prés. On peut manger pratiquement tout est comestible dans le salsifis des prés. On le reconnaît facilement à ces boutons de fleurs, très reconnaissables comme ça. On peut manger les jeunes boutons qui sortent, tiens comme là. Bon celui-là il est, tiens voilà, un excellent bouton prêt à être consommé. Hein. Vous voyez, petit bouton, juste qui commence à sortir de la tige. Là ils sont bons là. Vous enlevez tout l'ensemble. Vous les faites cuire quelques minutes. C'est très bon, manger en vinaigrette. On fait aussi un deuxième là. On peut manger les feuilles aussi. On peut manger les racines. Mais je n'aime pas trop manger les racines des plantes parce que ça les arrache, ça les tue. Tout ça pourquoi? Pour se faire une petite ration. Il vaut bien mieux, comme les poules, plutôt que de tuer une poule pour manger sa viande, il vaut bien mieux manger ses œufs pendant des années. C'est infiniment plus rentable. Voilà, il y a d'autres petites plantes, mais je ne les connais pas. Tiens, ça c'est un, comment ça s'appelle déjà? Les faux sortis. Faux sortis. Je sais plus le nom. Une plante qui ressemble aux orties, mais qui ne pique pas. Il y a ça aussi qui a l'air original. Je connais pas. Mais bon, ça enrichira toujours la biodiversité. C'est pas parce que je ne sais pas ce que c'est une mauvaise plante. Ça fait des petites fleurs aussi. On va essayer de les voir pour de vrai. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai vu au jardin. Voilà pourquoi mes allées sont plus envahies encore que les plates-bandes. Mais je suis content de moi quand même. Je suis content de les laisser envahis comme ça. Je trouve que c'est une bonne chose. Même si ça fait un fouillis abominable, je m'en fiche royalement. Personnellement, je considère que je vis dans une bade et qu'on n'est pas là pour faire quelque chose de beau. Même si on peut planter quelques roses de temps en temps. D'abord et avant tout, il faut quelque chose d'utile. Le beau viendra ensuite. Tout au fond du jardin, tout au bout, j'ai aussi quelques petites choses. L'automne dernier, j'avais commencé à creuser un bassin, un petit bassin. La terre était nue à l'époque. Ici, elle est
en été, au printemps, l'herbe a tellement poussé qu'on n'y voit plus rien. J'attends cet hiver, cet automne, cet hiver. Je pourrais creuser à nouveau, arranger le bassin, mettre une bâche. Et puis, plus dur, ce sera l'eau. Je ne sais pas comment je la mettrai. Soit avec un jet d'eau, soit en laissant la pluie faire son travail. Ça, c'est du bois pourri que j'avais ramené aussi, plein la remorque. Il y a aussi un gros tas d'orties, un énorme que je laisse évidemment précieusement. Les gens les arrachent, mais je sais maintenant que les orties sont très précieuses. Et puis voilà. Il y a un autre détail que je vous passerai. Je fais de l'engrais avec mon caca que je dépose là. On devine peut-être un tas de terre. Maintenant que j'y rajoute aussi un peu de paille quand j'y pense. Et au bout de 2 ans, tous les mauvaises germes qu'il peut y avoir auront disparu et ça fera un excellent engrais, comme celui de cheval. Enfin, il n'aura pas forcément les mêmes propriétés, hein, mais ça fera un bon engrais. Ici, j'ai planté pour faire une haie brise-vent 4 petits bambous Fargesia qui sont cespiteux, c'est-à-dire qu'ils ne se propagent pas, ils restent sur place. Ils sont pas en très bon état, ils sont très envahis. Il y en a un aussi là, il y en a 4. Il y en a un là, envahi par les orties. J'ai l'impression qu'ils ne poussent pas. Mais bon, ils sont là, ils y restent. Hein. Je les arrose, je les entretiens un peu, j'enlève un peu le plus gros des mauvaises herbes. Ceux-là, ils vont pousser sur environ, théoriquement, 2 mètres. Et voilà, ça fera une belle haie brise-vent. Et ça fera de l'ombre aussi. Associé au... Je les ai mis au bout, volontairement, au bout du jardin. Voilà, en association avec le mur du garage. Pour que ça fasse tout un coin à l'ombre. Dans lequel je pourrais plus précisément cultiver à cet endroit-là des plantes d'ombre. On retourne maintenant à l'entrée du jardin où il y a plein de tas. À l'origine ici, elles y sont toujours cette année, il y avait énormément de plusieurs mètres carrés de menthe qui poussent. Je la laisse précieusement parce que c'est une excellente plante qui attire énormément les butineurs. Ce serait bien d'en planter aussi un peu partout sur les plates-bandes, c'est très utile. Tout ça, c'est le gros tas de paille enlevé quand j'ai fait les allées, vous le connaissez. Ici, un petit tas qui est équivalent au gazon. J'avais tondu à la tondeuse l'allée qui va de la terrasse au garage, là à l'extérieur. Et j'ai mis là pour avoir de la paille. Et je l'ai mise ici. Pour l'instant, je m'en sers pas encore. Ici, il y a des tas de branchages. Je ne sais plus d'où ils viennent. Ah oui, c'est tout des branchages, d'élagage ou de choses similaires. Tout est envahi par le liseron, comme vous voyez. J'espère qu'il ne pousse pas en hiver le liseron, sinon je vais être embêté moi. Quelques chardons que j'ai enlevés avant qu'ils ne fassent des graines, parce que ça se reproduit énormément et je n'avais pas envie qu'ils envahissent tout mon terrain. Quelques tas de conifères, un gros tas d'épineux aussi. J'ai débroussaillé tout l'enclos des framboisiers. C'est tout à refaire. C'est pénible, mais c'est tout à refaire. Qu'est-ce que ça pousse vite les ronces alors? Ça fait facilement 2 mètres par an. Ça c'est excellent pour faire une haie défensive. J'ai prévu d'en planter aussi autour du terrain. Pour ça, pour faire une haie défensive, qui sera à la fois fruitière aussi. Et ici, comme vous le savez, j'en avais déjà vu, de nombreux tas de pierres que j'ai ramenés pour faire le futur mur de pierre sèche. Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, ici, ce que j'appelle
le pourrissoir, parce que ça ressemble plus à un pourrissoir, c'est pas un vrai tas de compost où j'y mets tous mes déchets. Mais comme je vis seul, même si je mange beaucoup de légumes, ça ne peut pas me faire beaucoup de... un gros tas, hein, ça peut pas me faire un gros tas. Mais bon, c'est toujours ça. Et ici, juste à côté, une petite touffe d'ortie qui commence à pousser. Je vais la garder précieusement celle-là. Mais je vais essayer de l'entretenir, hein. Je veux dire faire en sorte qu'elle n'envahisse pas tout. Surtout qu'elle est juste à côté de l'entrée. Et ici la petite réserve d'eau d'origine, d'eau de pluie, qui doit faire environ 200 litres. Mais plus j'ai de plantations au jardin, hein, plus ça part vite. Hein. Oh là là. Avant un arrosoir suffisait, maintenant il me faut pas loin de 10. Oui, j'ai l'intention d'installer des dizaines, que j'ai vu un endroit où on peut en mettre une bonne dizaine à la fois. Donc j'ai l'intention d'installer une ou deux dizaines de gros blocs. Vous savez, les gros blocs blancs quadrillés de métal d'un mètre cube de récupération d'eau. Je vais en mettre un ou deux ici. 2, ça tiendra. Directement dans le jardin. Parce que ici, il y a un bon toit. Hein. Si je me souviens bien, il fait 40 mètres carrés, je crois. C'est à la fois le poulailler et plus loin en haut, l'atelier. C'est tout de la tôle, mais c'est bon pour l'eau de pluie. Hein. Voilà. Bientôt, dans les mois qui viennent, il y aura deux grosses cuves de récupération d'eau, là, entre autres. Ici, entre autres. Je pense en mettre une aussi là-bas, une ou deux là-bas. À l'intérieur, côté au garage, côté toit, avec le toit côté jardin, j'en mettrai une ou deux, même plus peut-être. Et de l'autre côté aussi, qui servira de réserve, qui pourra servir aussi, qui sera plus près de la serre. L'enclos des framboisiers. Je sais pas comment ils ont fait ça à la base, mais il y a un grillage rond qui entoure un rosier. Ici, il y avait une sorte d'encoignure. Je sais pas si ça se voit sur l'écran. Vous voyez, une sorte d'encoignure du grillage, probablement fait pour qu'on puisse pénétrer à l'intérieur des framboisiers pour mieux les récolter. Je trouve ça complètement nul ce truc. J'ai enlevé tout cet horrible grillage et je vais sans doute entretenir. Je vais évidemment entretenir beaucoup mieux cet enclos des framboisiers et très probablement en planter, que je me débrouille, voilà, en planter là, au bord du jardin, à droite, ici, avec les petits fruitiers, à droite le long du grillage. Et au nord du jardin, il y a aussi ce que j'appelle l'agrandissement, tout ça, c'est-à-dire qu'il y aura depuis l'arbre, depuis le garage, l'arbre, le poteau, et voilà, qui se terminera un peu plus loin là, qui va doubler la surface du jardin. J'avais commencé à le bêcher, d'ailleurs, toutes ces grandes plantes qu'on voit là-bas sont dues au bêchage. Ce sont des quinopodes blancs. Ouais, qui ont poussé grâce à la terre remuée. Ça fait au moins 2 mois qu'ils sont là. Je ne sais pas s'ils sont encore comestibles. Ça ne ressemble même plus à des quinopodes d'ailleurs. Mais c'en est. J'avais bêché 5 allées, je vais vous montrer ça. J'avais fait un joli plan. Un très beau plan. Digne d'un jardin à la française. Digne d'un château. Ici, vous avez vu, il y a un portail. Que pour l'instant j'ai laissé fermer. J'aurais dû l'entrouvrir avant de mettre mon paillage. Ici, j'ai fait une très large allée. J'ai dessiné avec des poteaux une très large allée, aussi large que
le portail. À droite de l'agrandissement, j'ai bêché 5 grandes plates-bandes qui vont du garage jusqu'au début du portail et jusqu'à la touffe d'ortie là. Et j'ai fait cette belle grande allée en s'évasant comme ça sur la droite, et en s'évasant en ligne droite, et en s'évasant sur la gauche. Ce qui fait comme une allée de château, avec au milieu, j'ai planté une touffe de lavande, là aussi pour attirer les pollinisateurs, les futures guêpes, non les futures abeilles je veux dire, que je mettrai en bas du terrain. On va monter là-haut, on aura une belle vue sur l'agrandissement. Voici l'agrandissement à gauche. On devine, en espérant que le zoom dans l'autre sens marchera, on devine les 5 allées que j'ai bêchées ici. On les voit avec des fleurs blanches. 1, 2, 3, 4. Et la 5e, bizarrement, qui est toute faite de quinopodes blancs. Voilà. L'allée centrale est à gauche, ici devant. Elle part vers la gauche. Elle s'évase au milieu. Elle s'évase là au bout. Avec au milieu un plant de lavande. Et tout le reste, bon, je reviens. Et tout le reste devant, la deuxième moitié ici. Au début, je pensais y planter des pommes de terre. Et puis, je ne l'ai pas fait. Et là, dans les 5 plates-bandes, à la place des plates-bandes, je pensais d'ailleurs y mettre des engrais verts, ce que je n'ai pas fait du tout. Mais bon, j'ai pas perdu mon temps, j'ai quand même bêché 5 plates-bandes. Elles le sont maintenant, même si ça date de l'automne dernier, elles sont bêchées quand même. D'ailleurs, ça se voit, les plantes sont différentes. On va voir ça de près même, le plus près possible. Une allée, une deuxième, une troisième, une quatrième et la 5e. Au-delà de l'agrandissement, encore plus loin, je pensais planter toute une forêt ici, avec des arbres, des arbustes assez bas pour pouvoir passer sous pour qu'ils n'atteignent pas la ligne électrique, que je sois tranquille, je ne sois pas obligé de les élaguer tous les je ne sais combien. Et à gauche et à droite, des arbres, des grands arbres, qui serviraient à 3 choses, au moins. D'une part, à avoir du bois, d'autre part, à avoir des grands fruitiers, comme les noisetiers, je planterai aussi ce que j'appelle les moyens fruitiers, hein, pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, en plus des espaliers. Je ferai et j'y mettrai aussi tous les fruitiers, abricotiers, cerisiers, tous les classiques, y compris les fruitiers secs, noyers, châtaigniers principalement, noisetiers pour ceux qui aiment. C'est très bien les noisetiers, ça peut faire des bons bâtons, des tuteurs, ça pousse vite, ça fait beaucoup d'ombre, ça fait tout de suite sous-bois un noisetier, c'est chouette. Et ça fera aussi, paraît-il, un microclimat avec la chaleur du soleil qui se reflètera et qui aidera un peu l'agrandissement et le jardin à avoir un peu plus de chaleur, surtout en dehors de l'été, automne, printemps, hiver. Et puis voilà, je crois que c'était tout. Bois, fruits, microclimat, et puis voilà. Je crois que cette fois j'ai fait tout le tour. On va finir sur une belle image, même s'il n'y a pas de soleil, tant pis. La menthe avec des insectes.
au-delà de l'agrandissement, encore plus loin, je pensais planter toute une forêt ici, avec des arbres, des arbustes assez bas pour pouvoir passer sous la... pour qu'ils n'atteignent pas la ligne électrique, que je sois tranquille, je ne sois pas obligé de les élaguer tous les je ne sais combien. Et à gauche et à droite, des arbres, des grands arbres, qui serviraient à trois choses, au moins. D'une part, à avoir du bois, d'autre part, à avoir des grands fruitiers, comme les noisetiers, je planterai aussi ce que j'appelle les moyens fruitiers, hein, pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, en plus des espaliers. Je ferai et j'y mettrai aussi tous les fruitiers, abricotiers, cerisiers, tous les classiques, y compris les fruitiers secs, noyers, châtaigniers principalement, noisetiers pour ceux qui aiment. C'est très bien les noisetiers, ça peut faire des bons bâtons, des tuteurs, ça pousse vite, ça fait beaucoup d'ombre, ça fait tout de suite sous-bois un noisetier, c'est chouette. Et ça fera aussi, paraît-il, un microclimat avec la chaleur du soleil qui se reflètera et qui aidera un peu l'agrandissement et le jardin à avoir un peu plus de chaleur, surtout en dehors de l'été, automne, printemps, hiver. Et puis voilà, je crois que c'était tout. Bois, fruits, microclimat, et puis voilà. Je crois que cette fois j'ai fait tout le tour. On va finir sur une belle image, même s'il n'y a pas de soleil, tant pis. La menthe avec des insectes. À la prochaine fois si on a encore le temps. Sauf qui peut, planquez-vous tous et bonne chance.